Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre JT. Un 11 octobre marqué par la Journée internationale de la fille, l'occasion de sensibiliser la population aux inégalités qui persistent. Nous en parlerons dans quelques instants avec Vibeke Thomsen, fondatrice et co-directeur de l'association monégasque Chicane ICAN. La Fondation Prince Pierre a dévoilé mardi soir son palmarès, mettant ainsi à l'honneur la création contemporaine. Puis nous évoquerons le synode sur l'avenir de l'Église qui a lieu actuellement au Vatican jusqu'à la fin du mois. Et quels sont les thèmes abordés et comment la principauté fait entendre sa voix. L'archevêque de Monaco, Monseigneur David, sera notre invité. Dans ce journal également, l'AS Monaco va à la rencontre de ses jeunes supporters. Et restez bien à la fin de ce JT, une équipe de Monaco Info a assisté à la création de l'œuvre de Giuseppe Di Cro en Italie jusqu'à son inauguration en principauté ce mercredi matin. Je vous le disais en titre, ce 11 octobre correspond à la Journée internationale de la fille, une journée déclarée en 2011 par l'ONU. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a d'ailleurs réaffirmé aujourd'hui l'engagement de l'organisation à travailler ensemble pour construire un monde où chaque fille peut mener la marche et s'épanouir. Monaco est grandement impliqué dans ce domaine. Plusieurs entités se sont d'ailleurs associées à cette journée, à l'image de la mairie de Monaco, avec cette exposition éphémère sur des sujets en lien avec la parité femmes-hommes. Fondée en 2011, l'association Chicane ICAN soutient et incite les filles à assumer des rôles de leader. Sa fondatrice et co-directeur est avec nous ce soir. Bonsoir Vibeke Thomsen. Bonsoir. Que représente cette journée internationale de la fille pour vous? La journée internationale de la fille est très importante pour notre association Chicane ICAN. C'est une journée qu'on célèbre en principauté depuis plus de 10 ans maintenant et depuis 7 ans au Conseil national où avec le Conseil national, nous accueillons des jeunes étudiants et des jeunes étudiantes qui peuvent venir à la rencontre des élus et de la présidente afin d'en apprendre plus sur la vie, enfin sur l'importance des femmes dans le monde politique de leur pays. Oui, il est important de sensibiliser aussi ces filles aux inégalités qui persistent. Absolument. Et depuis 3 ans maintenant, nous invitons aussi les garçons parce que c'est aussi important de les sensibiliser envers ces inégalités. C'est aussi important de parler de la place des femmes, notamment en politique, mais aussi dans toutes les sphères de leur vie, au niveau économique, au niveau social, etc. Quel rôle elles ont, quelle marche elles peuvent escalader, entre guillemets, et comment comment nous pouvons contribuer à ouvrir ces portes pour que finalement on atteigne la vraie égalité. Oui, parce qu'in fine, ces filles deviendront des femmes. Exactement. Et c'est ce qui est important aussi avec la journée de la fille, c'est que c'est une journée spécifique qui a été déclarée par l'ONU parce que afin de vraiment mettre aussi en valeur les défis spécifiques auxquels sont confrontées les jeunes filles. Donc, en principauté, ça peut être par exemple, bien sûr, l'accès aux plus hautes fonctions politiques, mais plus globalement, au niveau mondial, c'est aussi les mariages forcés, les grossesses précoces, les mutilations génitales, l'accès à l'éducation primaire, secondaire, universitaire. Il y a énormément de défis auxquels les filles sont confrontées, auxquels les femmes sont confrontées d'une autre manière, en fait. Et c'est vraiment pour parler de ces défis. Et ces droits, malheureusement, sont encore remis en question aujourd'hui. Absolument, oui. Et encore dans beaucoup de pays, malheureusement, c'est encore le cas. Oui, mais il faut aussi regarder comment ça se passe chez nous et comment nous, on peut agir aussi au niveau local afin que les filles voient bien que leur place est en effet dans les plus hautes sphères politiques, économiques, sociales de la société. Et est-ce que globalement, vous avez l'impression que les textes évoluent, que les mentalités changent? Oui, je pense que les textes évoluent, je pense que les mentalités changent. Je pense aussi, malheureusement, quand on voit certains développement sur les réseaux sociaux, certaines figures, on va dire, qui représentent un certain idéal masculin dépassé. On peut parler d'Andrew Tate ou d'autres personnes comme ça, qu'on voit aussi qu'il y a encore du recul et qu'il y a encore énormément de travail à faire. Alors, l'association Chicane ICAN se mobilise aujourd'hui, mais c'est une mobilisation tout au long de l'année. Quelles sont les autres actions qui animent votre association? Alors, nous avons plusieurs actions. Nous faisons des ateliers en école, dans les entreprises également.
Nous faisons des clubs de lecture pour les jeunes enfants. Nous célébrons bien évidemment la journée de la fille. Nous célébrons aussi la journée de la femme en coopération avec l'Association des femmes chefs d'entreprise, en encourageant des jeunes filles à venir à la rencontre des femmes chefs d'entreprise et au poste en principauté et d'échanger avec elles sous un format de speed mentoring. Et finalement, nous avons notre projet qui nous tient beaucoup à cœur, qui s'appelle Mona Règle, qui vise vraiment à briser le tabou autour des règles et à encourager toutes les entreprises, toutes les écoles, toutes les institutions publiques à fournir des protections périodiques gratuitement pour leurs équipes. Et c'est déjà le cas dans certains hôtels, je crois. Absolument, oui. C'est le cas au sein de l'hôtel Columbus en Principauté. Nous espérons que ça sera aussi très bientôt le cas dans d'autres hôtels de la Principauté. Et nous avons aussi plusieurs grandes entreprises à Monaco qui ont adhéré à ce mouvement. Il y a bien sûr le CHPG depuis le 8 mars, mais il y a aussi la SBM Offshore et d'autres sociétés plus petites. Donc petit à petit, on va y arriver. Eh bien, merci beaucoup Vibeke Thomsen d'avoir été notre invitée ce soir à l'occasion de la Journée internationale de la fille. On le rappelle, vous êtes la fondatrice co-directeur de l'association Chicanican. Merci beaucoup. Merci à vous. Le reste de l'actualité en Principauté, ce sont les assises de la cybersécurité qui ont débuté ce mercredi au Grimaldi Forum. Ce rendez-vous réunit les experts du secteur depuis 20 ans maintenant, l'opportunité d'échanger sur les problématiques actuelles et futures de la cyber. 1400 personnes sont attendues jusqu'au 14 octobre. Monaco Cybersécurité y dévoilera demain son SOC souverain privé. Nous recevrons d'ailleurs dans notre JT le directeur général de l'agence, Sébastien Massé, pour en savoir plus. L'amicale des donneurs de sang a fait don d'une unité mobile de prélèvement à son homologue italien. Cette unité avait été achetée par l'amicale en 1999. Elle allait 2 fois par semaine à la rencontre des donneurs dans différents points de la Principauté. Après 24 ans de bons et loyaux services et une rénovation avec l'aide de la Croix-Rouge monégasque, l'unité mobile va aujourd'hui connaître une seconde vie en Italie. L'Association des parents d'élèves de Monaco a organisé mardi une conférence dédiée à la neurodiversité. Ce terme est utilisé pour décrire les différences neurologiques qui composent le genre humain. Il réunit par exemple les troubles de l'attention, les troubles 10, le haut potentiel intellectuel ou encore l'autisme. Des spécialistes de la question sont intervenus sur scène pour informer et sensibiliser le public. Un guide a également été dévoilé pour permettre aux parents de repérer des troubles chez l'enfant. La création contemporaine était à l'honneur mardi soir à la Salle Garnier. La Fondation Prince-Pierre a dévoilé son palmarès, saluant ainsi la carrière d'un artiste ou encourageant des auteurs pour leur premier roman. Plusieurs temps forts auront également rythmé la journée de ce mercredi. Retour sur cet événement avec Yannick Debeuvert sur des images d'Alban Gingembre. Au sein de la sublime Salle Garnier, Sinon ont résonné ce mardi soir pour la proclamation des prix de la Fondation Prince-Pierre. 6 artistes primés dans des catégories différentes. Musique, d'abord avec le coup de cœur des jeunes mélomanes et le prix du tremplin musical. Littérature ensuite avec le prix littéraire, la bourse de la découverte et le coup de cœur des lycéens. Philosophie, enfin avec le prix de la Principauté remis en partenariat avec les rencontres philosophiques de Monaco. Cette remise de prix de la Fondation Prince-Pierre s'inscrit dans un ensemble d'initiatives aussi importants qu'essentielles. La littérature, elle est là pour s'extraire un peu du temps qui passe trop vite et donner à voir et à comprendre. Et je pense que les livres sont des liens formidables entre les hommes. Quelqu'un qui ne lit pas, c'est quelqu'un qui ne va pas vers l'autre. Et comment voulez-vous vivre ensemble si vous n'allez pas vers l'autre? Si vous n'essayez pas de comprendre qui est différent de vous et qui va peut-être vous permettre de vous poser des questions que vous-même ne vous posez pas. C'est en cela que la littérature est importante, c'est en cela que la célébration de la littérature est importante. Sous les yeux, entre autres, de son Altesse Royale, la princesse de Hanovre et le ministre d'État Pierre Dartout, les vainqueurs se sont succédés sur scène et des extraits de leurs œuvres ont soit été joués, soit contés. Les spectateurs ont donc pu voyager à travers 6 univers différents grâce à des artistes qui, pour la plupart, recevaient leur premier prix. It's experimental art is not easy to do it concretely as a job because of course the market follows other rules. So in this case, this kind of prize help us very much. Ça donne peut-être une certaine confirmation que voilà, on a eu raison de persévérer puis de croire un peu en son talent. Brel disait le talent c'est l'envie et c'est heureux d'être conforté dans son envie.
Après une soirée riche en émotions, les lauréats de ce cru 2023, jugés de très grande qualité, ont été reçus au Palais Princier. Et c'est le prince Albert II qui a remis chaque prix. Aujourd'hui, je suis apaisé, c'est très important. Parce que d'abord, on reconnaît que j'ai une œuvre. Vous savez, le terme d'œuvre, c'est un terme, c'est pas anodin. Une œuvre, ça veut dire quand même plusieurs éléments qui finissent par former un tout. Mais ça me fait infiniment plaisir que les autres me reconnaissent la capacité d'avoir fait quelque chose qui se tient, voilà. Les élèves de l'Académie Régnier III ont quant à eux pu rencontrer celles qu'ils ont élues coup de cœur des jeunes mélomanes. Christina Tjögersen a ainsi pu partager tout son processus de création avec un grand sourire, symbole de la transmission d'une passion, essence de la Fondation Prince-Pierre. C'était le 4 octobre dernier, le jour de la Saint-François. Le pape ouvrait le synode des évêques au Vatican. Cette assemblée résulte d'une vaste consultation mondiale sur l'avenir de l'Église. Pour développer cet événement et mieux le comprendre, l'archevêque de Monaco, Monseigneur David, nous attend en plateau. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir. Vous êtes donc notre invité ce soir pour aborder le synode de l'avenir de l'Église. Il a débuté mercredi dernier au Vatican. Tout d'abord, et pour mieux comprendre, qu'est-ce qu'un synode? Alors un synode, c'est une réunion qui se tient habituellement à Rome et qui régulièrement rassemble des évêques. Le titre, c'est le synode des évêques. La spécificité de ce synode, même s'il a déjà été vécu de cette manière auparavant, c'est de réunir beaucoup plus de participants et de membres laïcs, dont des femmes, qui vont participer activement à cette rencontre qui a pour but d'aborder des thèmes au choix du pape et qui vise à approfondir les échanges sur tel ou tel thème qui habite la vie de l'Église et son fonctionnement. Alors, quels ont été les thèmes qui ont été retenus par le pape? Alors cette fois-ci, c'est un thème tout à fait unique et un peu surprenant, puisque c'est, accrochez-vous bien, un synode sur la synodalité. Alors ça paraît un peu étrange, mais le but est moins de réfléchir sur ce que nous voulons transmettre, mais à la manière dont nous voulons le transmettre. Moins sur l'image que donne l'Église que sur le fonctionnement qui fait qu'aujourd'hui, tous, les pasteurs et les laïcs, les prêtres, les évêques, les laïcs, hommes, femmes, jeunes et toutes les composantes de l'Église sont appelés à être actifs dans la collaboration, dans le travail de la mission et qui est peut-être pas, comme on a peut-être encore à l'esprit, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Aujourd'hui, tous ont été convoqués. Et d'ailleurs, ce synode, vous dites qu'il vient de commencer, c'est vrai. Et en même temps, il a commencé il y a 2 ans, puisque les diocèses, les pays, puis les continents ont chacun à leur tour pris ce temps de la réflexion et de l'échange. Monaco a fait entendre sa voix également? Exactement. Nous avons eu la joie, il y a maintenant 2 ans, de commencer ce temps de réflexion qui nous a permis de nous retrouver par groupes paroissiaux ou autres, pour réfléchir à la manière dont nous voulions vivre l'Évangile aujourd'hui, dont nous voulions le transmettre, et en ayant une attention particulière à l'écoute. Et c'est ce que font en ce moment les membres du synode. Il est présenté comme historique, ce synode. Pourquoi? Alors peut-être pour plusieurs raisons. Comme je viens de l'évoquer, parce qu'il a pris en compte d'une manière inédite dans l'histoire de l'Église le maximum de fidèles possibles, et même des gens qui n'étaient pas des familiers de l'Église ont pu faire entendre leur voix. Et comme je le disais aussi, la participation comme membres actifs et aptes à voter de laïcs, hommes et femmes, qui vont aussi faire entendre leur voix. Vous mentionnez tout à l'heure le pape François qui, lors de la messe d'ouverture, a appelé à une église hospitalière aux portes ouvertes à tous. On a parlé des thèmes tout à l'heure, Monseigneur, il y en a un qui émerge, c'est l'accueil des personnes LGBT+, les divorcés, également la place de la femme. C'est important aussi pour l'Église d'évoluer avec les mœurs et ces sujets de société. Alors effectivement, ces thèmes ont émergé et sans doute beaucoup d'autres encore. Alors une première chose, il n'y a pas de sujet tabou aujourd'hui pour nous dans l'Église, et l'encouragement du pape
à ouvrir les portes et à prendre en compte les situations qui sont les nôtres aujourd'hui, à prendre soin, dit-il même, de ces personnes et à montrer que l'Église ne sélectionne pas, mais qu'elle garde les portes et on pourrait dire les bras grands ouverts, ce n'est pas une nouvelle question. Finalement, l'Église porte cette attention, mais aujourd'hui, le pape nous invite à réfléchir ensemble à la manière ajustée de pouvoir donner un visage de l'Église qui est d'abord un visage qui ouvre. Alors effectivement, dans un premier temps, et aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qui se passe au synode. Il y a peu d'éléments qui sortent parce que c'est le temps de l'écoute, du partage, comme nous l'avons fait à Monaco, comme nous l'avons fait dans les pays et les continents. Peut-être sommes-nous attentifs et déjà aimerions-nous avoir les solutions ou les décisions. Je crois qu'il faut accepter de prendre ce temps. Toutes les questions pourront être abordées et c'est peut-être la raison pour laquelle on n'a pas trop d'écho de ce qui se passe à Rome, c'est que le pape souhaite que chacun puisse avoir une liberté totale de parole et d'expression. Évidemment, ces questions pourront être abordées, mais le pape a aussi rappelé quel était le véritable thème du synode, parce qu'on voit bien que la tentation, c'est d'espérer chacun de son côté, ce à quoi on est plus attentif ou sensible, que les choses vont pouvoir enfin évoluer. Prenons le temps de l'écoute, du travail, pour un vrai discernement. On a commencé il y a 2 ans, et il ne se terminera pas avant 1 an. Donc vous voyez, on a encore le temps qui nous est donné. Oui. Pour écouter également. Merci infiniment, exactement. Monseigneur David. Je vous en prie. Pas de match cette semaine pour l'AS Monaco en raison de la trêve internationale. L'occasion pour certains joueurs d'aller à la rencontre des jeunes fans du club de la Principauté pour partager un moment unique. Après une halte à Vintimille en Italie il y a une dizaine de jours, le Kids Tour de l'AS Monaco s'est arrêté ce mercredi à La Turbie avec en joueur vedette le gardien Philippe Keun. Le reportage de Fabien Bonilla et Lionel Bernardi. Après le succès de la première édition, le Kids Tour de l'AS Monaco renouvelle l'aventure. L'an passé, plus de 3000 km ont été parcourus avec 30 communes visitées, rassemblant près de 3000 enfants. Et bien cette année, depuis le début du championnat de Ligue 1, le Kids Tour s'est déjà arrêté à Cap d'Agde, Roquebrune, Cap-Martin, Le Vins, Golfe-Juan ou encore Vintimille. Et ce mercredi, pour sa 7e étape, à La Turbie, dont les liens sont étroits entre cette ville et l'ASM. Le centre de performance y est installé depuis plusieurs dizaines d'années. Le maire a reçu le maillot du club dédicacé par toute l'équipe, un maillot remis par l'international suisse Philippe Keun. Le portier monégasque s'est ensuite prêté au jeu des dédicaces et des selfies face aux jeunes fans turbiasques. I think it's always important to have a good connection with the fans, especially for a new player, to have a feeling and yeah, that are the new guys. Maybe they take in a few years my position and also they support us and yes, it's nice to see because I was also young and it's always a dream for a young guy or a young girl to see the professional player, so very nice. Une rencontre avec le gardien de l'AS Monaco, l'équipe leader du championnat de France, des animations, des cadeaux et des places à gagner, quoi demander de plus. L'objectif du Kids Tour est d'aller entre autres au contact des communes, des clubs amateurs et d'accentuer le lien qui unit l'AS Monaco à ses jeunes supporters. Je trouve que c'est super, il y a beaucoup de choses, pas comme dans les autres clubs. Et voilà. Qu'est-ce que tu penses de l'équipe de Monaco cette année? Très bien, premier du classement, je suis choqué. Ils ont une très belle attaque. Et aussi, s'ils continuent comme ça va bien passer cette année. Après la Turbie, prochaine étape de l'AS Monaco Kids Tour, le mercredi 25 octobre à Péménage. Encore une fois! En basket, Mike James a débuté idéalement sa saison. Le meneur monégasque est à 15 points de moyenne, plusieurs fois décisif en championnat. Le joueur de la Roca Team a été élu MVP du mois de septembre avec 31% des voix. Un titre remis alors que le club de la Principauté reçoit la Virtus Bologne vendredi à la salle Gaston Médecin en Euroleague. Rejoignons à présent Christinda Thomel pour votre rubrique Ceux qui font Monaco. Ce soir, Christinda, on vous retrouve sur le Rocher. Oui, et aujourd'hui je vous amène dans un endroit mythique, voire même historique, ici à Monaco-Ville. C'est un petit peu la Madeleine de Proust pour tous les habitants. Vous y êtes tous passés au moins une fois dans votre vie. Je parle bien sûr de la crêperie du Rocher. C'est la propriétaire, Madame Bosquini, qui est toujours la même propriétaire depuis 1968.
Ils sont passés là, c'était une cave, elle s'est renseignée, elle a acheté la cave et elle en a fait une crêperie. Une des seules crêperies à Monaco-Ville. Les prix sont attractifs, donc je pense qu'ils viennent pour ça. Après, on leur fait des remises pour les jeunes étudiants. Donc voilà, ça a tout le temps été comme ça. Il y en a moins de lycéens, parce qu'avant, ils avaient 1 heure, donc ils pouvaient venir manger, ils mangeaient, ils repartaient. Alors que maintenant, ils nous disent qu'ils ont 20 minutes, 25 minutes, et c'est vraiment trop peu. Donc les lycéens, allez, on les voit 1 fois par semaine, alors qu'avant, on les voyait tous les jours. Alors là, des anecdotes, une petite que la propriétaire m'avait racontée, qu'elle avait fait le 12 juillet, elle avait fait l'inauguration de la crêperie, 12 juillet 68. Le 13 juillet, ils ont eu 0 personne. Alors elle a commencé à s'affoler. Et le 14 juillet, ça a commencé. Et là, après, c'était un plein boom. Voilà. Donc, Quelle est la crêpe la plus demandée chez vous? En salé, c'est la crêpe complète. C'est la base œuf, fromage, jambon. Et en sucré, ça doit être la black and white, le chocolat, glace vanille, chantilly. Ça marche bien, ça marche bien. Le midi surtout, parce que le midi, il y a beaucoup de monde. Comme vous dites, il y a des lycéens. Il y a aussi les bateaux, donc le midi c'est... Le soir un peu moins, parce que le soir, vu que c'est interdit de se garer sur le rocher, la clientèle déserte un peu le rocher le soir. C'est ça le problème. Et alors, est-ce que vous voyez passer toutes les générations ici? Ah oui, parce que moi j'ai servi, il y a 30 ans, j'ai servi des jeunes, et maintenant ils reviennent avec leurs enfants. Et ils n'ont pas changé. Sauf moi qui a pris un peu. Il y a beaucoup de gens d'ici qui viennent et malheureusement, plus les années passent, on voit la disparition des gens et là ça nous fout un coup moral quand même. Là c'est triste. Ouvert tous les jours pour l'heure du déjeuner et du dîner et même pour l'heure du goûter. Vous l'aurez compris, la crêperie du Rocher n'est pas prête de prendre encore des vacances. Ici, c'est père et fils qui travaillent main dans la main pour des crêpes toujours plus savoureuses. Le rendez-vous est pris, Christinda. Cette information, à présent, que nous voulions vous partager, l'association Semeurs d'Espoir Monaco organise les 20 et 21 octobre une collecte en faveur des plus démunis. Les bénévoles vous attendent à l'entrée du magasin Carrefour pour déposer vos dons. Sachez également que la collecte de baskets devant l'enseigne Decathlon est toujours en cours. Ce mercredi 11 octobre restera dans les mémoires. Une œuvre de l'artiste italien Giuseppe Ducrot a été dévoilée ce matin sur la façade du lycée Albert Ier. Cette grande plaque en céramique rend hommage au prince Albert Ier dans le cadre du centenaire de sa disparition. Frédéric Hélion a suivi tout le processus de la création de l'œuvre en Italie à son inauguration ce matin. Découvrez son Focus Info sur des images d'Olivier Bonello et Lionel Bernardi. C'est l'un des berceaux historiques de la céramique. Faenza est un lieu unique. La cité italienne située en Émilie-Romagne abrite le Musée international de la céramique, l'un des plus réputés au monde, et accueille régulièrement de nombreux artistes qui réexplorent l'art de la poterie et de la céramique. Les artisans locaux les accompagnent dans leur création. L'État monégasque a passé l'an dernier une commande à l'artiste romain Giuseppe Ducrot afin de créer une œuvre en céramique selon la volonté du prince souverain. Une plaque emblématique de près de 5,50 m de hauteur sur 2,50 m de large en hommage au prince Albert Ier. Une délégation monégasque s'est rendue en Italie en février pour une visite de travail. Nous sommes venus ici à son atelier à Faenza, car il travaille avec le céramiste Gatti. Et donc nous sommes venus voir cette œuvre donc, qui est en train de se créer et qui est au stade donc, de séchage de la terre juste avant cuisson. Donc on va la découvrir là, dans l'atelier et donc on a voulu suivre le travail de l'artiste. Le choix de l'artiste a été fait par la princesse Caroline, qui connaissait déjà ce sculpteur et céramiste de renom, qui collabore également avec Christian Louboutin pour des ornements de façade. L'œuvre est actuellement dans un entrepôt, mesure 6,10 m de hauteur, pour l'instant en phase de séchage, avant la phase de cuisson. Adesso il lavoro è finito, è in fase di essiccazione e
E una volta completata questa fase sarà cotto per una prima fase e poi ricotto un'altra volta per eseguire la smaltatura. E una volta finita questa opération, si procède poi per il montaggio in loco. Moi j'avais rencontré la première fois son travail dans une galerie à Paris, la galerie du Passage, pardon, de Pierre Passebon. Et j'avais été stupéfait par sa technique. Et ce qui fait toute l'originalité et l'intérêt du travail de Giuseppe Ducrot, c'est qu'il a mis au point une terre à la fois extrêmement solide mais ductile, qui lui permet d'exprimer son style, qui est un style qui emprunte évidemment à un style classique, baroque, des monuments, qui peut s'apparenter à de la sculpture en pierre, à la fois évidemment une sorte de Bernin pop, rock. De l'Émilie-Romagne à Monaco, une fois l'assemblage terminé, l'œuvre débarque en principauté début septembre pour prendre place sur la façade du lycée Albert Ier. È stata una sorpresa, ci abbiamo messo abbastanza poco, non abbiamo avuto problemi tecnici e quindi 3 giorni per l'installazione. Alors une grande émotion mais surtout une grande satisfaction que cette commande soit accrochée et s'intègre parfaitement à la façade. Alors bien évidemment, il y a encore quelques détails de peinture, de corniche pour que la réintégration soit parfaite, mais le choix de l'œuvre fait que dans ce bâtiment emblématique du lycée Albert Ier, voilà, cette œuvre accrochée et intégrée au mur correspond parfaitement à un hommage dans le cadre de la commémoration pour le prince Albert Ier. Sono dei dettagli importanti anche se non riguardano il mio lavoro, sono il contorno dell'opera che va rifinito, va ultimato, nel senso che bisogna ripristinare il colore originale dell'edificio. Mercredi 11 octobre, c'est le jour J. Dévoiler une œuvre est toujours un moment unique, surtout sur l'espace public. Le prince Albert II, la princesse Caroline et de nombreuses personnalités de la principauté sont venues assister à l'événement. Un moment forcément émouvant aussi pour l'artiste. Sì, sono onorato di questa inaugurazione in una posizione intanto così importante. La prima volta che faccio un'opera in fondo così anche ufficiale, con un carattere così ufficiale e, come si dice, mi riempie d'orgoglio. Pour l'éternité, cette œuvre honorera à tout jamais toutes les actions entreprises par le prince Albert Ier, précurseur dans de nombreux domaines. Une réplique miniature de l'œuvre a été offerte à la princesse Caroline. Ce journal touche à sa fin. Avant de nous quitter, découvrons ensemble les prévisions météo avec vous, Crisinda Thomel. Bonsoir Crisinda. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Demain, la journée dans l'ensemble sera ensoleillée malgré quelques passages nuageux dans la matinée. Les températures seront comprises entre 22 et 17 degrés. Pour ceux qui souhaitent encore profiter des bienfaits de la baignade, l'eau de mer sera quant à elle à 23. Demain, le soleil se lèvera à 7h39 et se couchera à 18h54. Jeudi, nous fêterons les Wilfried. Merci Crisinda et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On se quitte en images. Les photographes de la direction de la communication ont souhaité ce soir mettre en valeur le chemin des sculptures qui accueillent une nouvelle œuvre depuis aujourd'hui, celle de Giuseppe Ducrot. Excellente soirée à tous et à demain, 19h sur Monaco Info.